my pride, my joy. You could rule the world. You think I am afraid of you? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire des grands apartés et des hors-sujets en début de vlog qui durent pendant 5 minutes ou 6 minutes avant d'en arriver à la critique du film. Alors ça va être un vlog comme ça, parce que je vais être totalement honnête, vous pouvez sauter un petit peu en avant si ça vous intéresse pas, mais je vais être totalement honnête, je sais pas comment je me suis retrouvé à faire ce vlog. C'est-à-dire que voilà ce qui s'est passé. Au début du mois, je devais commencer à prévoir les vlogs que j'allais faire, parce qu'il faut que j'envoie les photos à Arcadie pour qu'il puisse préparer les vignettes en temps et en heure pour la sortie des vlogs. Et à la base, j'étais parti pour faire Vaiana 2 et Kraven the Hunter. Vaiana 2 parce que j'ai beaucoup aimé le premier, mais je m'attends à être un peu déçu par le deuxième, donc je voulais donner mon avis dessus. Et Kraven the Hunter parce que tout le monde sait que ça va être de la merde. J'ai loupé Madame Web en plus cette année, donc c'est cool de faire Kraven. Mais en fait, pas grand-chose m'intéressait à ce mois-ci. Et surtout, je suis en train de monter mon prochain Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Je vous fais une annonce comme ça du coup. Dans les 5 jours qui ont précédé le tournage de cette vidéo, dans la semaine, j'ai fini les 30 premières minutes du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Je fais un style de montage différent cette fois-ci et je me suis dit je vais essayer de monter en fait la vidéo morceau par morceau pour pas que ça donne l'impression d'avoir une énorme timeline de 3 heures à ensuite devoir élaguer et monter, etc. Je mets un petit morceau de la voix off, je le monte entièrement, vraiment comme il faut, fini, définitif. Ensuite, je mets un autre morceau de la voix off, je le monte définitivement, etc. Et je procède comme ça pour que ça passe un peu plus vite. Et j'ai l'impression que ça avance bien. Donc du coup, je voulais avoir du temps libre pour pouvoir faire mon montage sur ce Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, et je voulais pas faire 4 films dans le mois, donc je voulais en sélectionner 2. Et je me suis dit, bon, en même temps, même moi, Vaiana 2 et Kraven, je suis pas très enjoué pour les voir. Honnêtement, les sorties de cette année, elles étaient un petit peu catastrophiques, je trouve. On viendra bientôt aux vidéos de bilan, top club et tout bordel. Je trouve que c'était pas une super bonne année. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que je suis pas très motivé pour quoi que ce soit, je vais lancer un petit sondage, et je vais demander aux gens de quoi est-ce qu'ils ont envie que je parle. Et donc du coup, j'ai mis tout un tas de films qui sortent en décembre, allant du film d'auteur au gros blockbuster. J'avais mis Conclave, par exemple, qui va probablement être aux Oscars. Du coup, c'est bien qu'il soit pas en vidéo, parce que je vais probablement en parler pour la vidéo des Oscars, si j'arrive à la faire, mais normalement, je devrais réussir à la faire cette année. Et donc, du coup, j'ai proposé tout un tas de trucs, et parmi ça, j'ai proposé le film animé du Seigneur des Anneaux, la guerre d'Héros et Rime. Parce qu'en fait, j'en avais parlé au tout début de l'année dans ma vidéo de qu'est-ce qui va sortir dans cette année, et j'étais très étonné par le projet, quoi. Un film d'animation clairement américain. En même temps, si on regardait, je sais même plus si à l'époque le réalisateur avait déjà été annoncé, mais si on regardait dans le truc, le réalisateur est japonais, donc du coup, c'est bizarre, et je savais même pas quel type d'animation ce serait, en fait, si c'était de la 3D ou si c'était de la 2D. De l'animation à la main, plutôt, dessinée. Petit à petit, on a fini par avoir des informations, et on a vu les premiers trailers, et du coup, c'est là que j'ai vu que c'était un animé à la japonais, en fait. Du coup, le projet m'apparaissait un peu particulier, je reviendrai pourquoi dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes, et j'étais pas super motivé non plus pour en parler, mais je l'ai quand même foutu dans les choix de ce sondage, et à mon grand étonnement, à mon immense surprise, voici les résultats du sondage. C'est-à-dire, il y a même pas de discussion, il fallait parler du film animé Seigneur des Anneaux, quoi. Alors qu'à la base, j'étais en mode, mais pourquoi, en fait? Je suis toujours pas sûr de pas m'être fait troller avec ce sondage. J'arrive pas à comprendre d'où vient cet engouement pour ce projet, en fait. J'étais à 2 doigts de vous faire une Macron et de vous dire non, écoutez, clairement personne n'a gagné, donc je vais faire les films qui m'intéressent et puis je vous emmerde. Au final, non, je vais bien faire les 3 premiers peut-être. Nosferatu, ils sont en toute fin de mois, et donc si c'est vraiment la toute fin de mois, je préférerais peut-être la garder pour mettre les dernières touches sur un Pourquoi j'ai raison, tort, s'il y a moyen de le sortir avant la fin de l'année, quoi. Ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps connaissent les sorties au 31 décembre à 20h, etc. J'ai déjà fait des vidéos comme ça. Donc du coup, je voudrais plutôt essayer de faire ça. Donc Nosferatu, c'est pas sûr, mais je me suis dit, bon, du coup, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même celui qui est arrivé numéro 1. Il va falloir que j'essaye de le faire, quoi. Mais du coup, effectivement, j'étais pas du tout motivé parce que, pour moi, ça semblait être un projet commercial, clairement de l'exploitation de licences de base, un projet pour faire tourner la licence Seigneur des Anneaux, quoi. Quand David Zaslav a racheté Warner, il a fait toute une annonce en disant oui, on a plein de licences, on les exploite pas, les Harry Potter, les Seigneur des Anneaux, les machins. Donc maintenant, on va essayer d'en faire un peu plus. Il y a une série Seigneur des Anneaux qui est sortie, mais qui est faite par Amazon Prime, qui a rien à voir avec Warner parce qu'ils ont des droits différents sur les trucs différents. En fait, c'est tout un bordel de Seigneur des Anneaux. Mais clairement, ça sentait l'exploitation de licences. Et du coup, moi, j'avais pas trop envie de le voir. Et je vais même vous dire un truc. Il m'a donné l'autorisation. Arcadie a quasi fait grève pour cette vignette, parce que lui, c'est un méga fan du Seigneur des Anneaux. On a passé le premier de l'an ensemble de 2024,
La première chose qu'il a fait dans l'année à minuit, c'est lancer la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il est vraiment ultra fan de Seigneur des Anneaux. Il a des tonnes de bouquins sur ce truc-là. C'est quelque chose qui a beaucoup inspiré son envie de dessiner, notamment tous les concept art qu'il y a eu pour le Seigneur des Anneaux, qui étaient particulièrement intéressants et beaux. Et genre lui, le film, il veut même pas entendre parler presque. Il m'a envoyé un message en me disant, mec, je veux pas faire cette vignette. Je lui dis, bah écoute, tu me mettrais un peu dans la merde quand même, donc ce serait quand même bien que tu me fasses une vignette. Donc on a réussi à négocier, il m'a fait la vignette. Je crois que normalement, si la vignette est vraiment faite par lui, il a envoyé la vidéo, il devrait y avoir un Arcadie en train de bouder sur la vignette, parce qu'il avait pas envie de la faire. Et je vous avoue que j'arrivais pas à comprendre cette hype et cette fascination du public pour le film, parce que... Enfin, les gens me disent que la licence a encore de l'aura et intéresse encore des gens. Je veux bien, alors déjà, j'ai du mal à appeler ça une licence, en fait, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers littéraire qui a été créé par un mec qui était fasciné par l'histoire et par les langues humaines et qui a voulu créer une histoire presque quasi prétexte pour pouvoir mettre le plus de langues humaines et en faire des fausses encyclopédies historiques, etc. et pouvoir écrire tout ce qu'il voulait. J'ai du mal encore à considérer ça comme une franchise, mais la franchise a quand même déjà été entachée par la série des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime que personne n'aime, grosso modo. Et les gens me disent, mais du coup, la licence a encore beaucoup d'aura, et du coup, on est quand même intrigué et intéressé par ce film sur les Anneaux, quoi, qui pour moi va se casser la gueule en salle. Je comprends pas pourquoi il y a un tel engouement dans ce sondage, quoi. Et quand les gens me disent, la licence est quand même encore super bonne, je leur rappelle, excusez-moi, mais on a quand même eu 3 horribles films du Hobbit. 3 des pires merdes qui ont jamais été réalisées dans l'histoire du cinéma, quoi. Vraiment, les films du Hobbit, je les déteste. Autant, Le Seigneur des Anneaux, c'est le meilleur truc qui a été réalisé dans l'histoire du cinéma, autant, Le Hobbit, c'est l'exact inverse, quoi. C'est vraiment une grosse merde. Pour des tas de raisons, d'ailleurs, qui ont à voir avec le fait que Guillermo del Toro devait faire le film, que Peter Jackson a récupéré le projet, qu'il avait des soucis de santé, qu'il avait cette lubie de voir tourner en 48 FPS, et qu'ils ont fait des trucs avec des décors, avec des fausses couleurs, parce que soi-disant, quand tu tournes avec une cadence plus accélérée, les couleurs sont pas les mêmes. Ça dépend énormément des caméras et il y a vraiment pas besoin de changer la couleur des décors pour faire des trucs comme ça. Mais bon, bref. Le Hobbit, c'était une catastrophe. Et du coup, j'arrive pas à comprendre l'intérêt pour ce film-là, parce que ça fait tellement clair dans ses intentions. C'est-à-dire que typiquement, donc, c'est un nouveau film du Seigneur des Anneaux. De la façon qui coûte le moins cher à faire, cher quand même, et c'est pour ça que cet art est en train de mourir, mais en cinéma d'animation, ce qui coûte infiniment moins cher que de le tourner en live action. Foutre tous les chevaux, tous les humains, construire les décors, etc. C'est un truc qui demande énormément de temps, ça coûte moins cher de le faire en animation. Donc ils ont fait ce qui coûtait le moins cher, et en même temps ils ont fait ce qui attirait le plus, c'est-à-dire la licence du Seigneur des Anneaux, qu'ils vont déjà récupérer pour que ça attire les gens, mais aussi ils ont décidé de le faire en animé japonais. En animé asiatique, avec un réalisateur japonais d'ailleurs qui est dessus. C'est marqué que c'est un truc Warner Animation Studio, donc quasi en interne du coup, donc j'ai du mal à comprendre comment est-ce que tu te retrouves avec un truc, avec un style japonais et un réalisateur japonais, mais fait par Warner Animation Studio, je sais pas, c'est très bizarre comme projet, mais évidemment qu'ils l'ont fait dans ce genre-là parce que l'animation japonaise, c'est un truc qui plaît à fond aujourd'hui, quoi. Moi, à mon époque, on avait les prémices, il y avait des petits trucs qui commençaient à arriver par-ci par-là, mais genre, typiquement, les films adaptés d'animé qui sortaient, ils sortaient pas en salle, en tout cas pas dans les petites villes, des trucs dans le genre, ils devaient sortir dans 4-5 salles à Paris, mais c'est tout, quoi. Moi, j'ai toujours eu la haine d'avoir loupé le film Sailor Moon, parce que moi j'étais fan de Sailor Moon quand j'étais petit, et j'ai appris que le film sortait par des magazines et à la radio et ce genre-là, il a jamais pointé sa tête dans ma ville à moi, parce que c'était pas distribué à cette époque-là, tout le monde s'en foutait, quoi. Aujourd'hui, t'as des films Détective Conan, One Piece, des trucs dans ce genre-là qui sortent tout le temps, et ça marche plutôt bien en salle, quoi. Donc effectivement, maintenant, c'est un truc qui est vachement rentable, l'animation, et c'est encore plus à la mode que ça l'était à mon époque à moi. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu quasiment la culture populaire, quoi. C'est devenu un truc qui est apprécié, regardé par à peu près tout le monde maintenant, l'animation japonaise. Et il y a 2 trucs en particulier qui le montrent, notamment le fait que Star Wars a sorti une série d'animation comme ça, chaque épisode est géré par un réalisateur différent, il raconte une histoire différente, etc., qui s'appelait Star Wars Visions. Mais surtout, Warner eux-mêmes ont sorti un animé qui a fait beaucoup parler de lui à une époque, en 2018, c'est une époque, hein, c'est pré-Covid et tout bordel, c'est l'âge d'avant. Et ça s'appelait Batman Ninja. Vous vous rappelez ce truc? Il y avait toute une histoire où Batman était envoyé dans le passé avec Alfred et avec d'autres personnages. Et du coup, on réinterprétait un peu la licence de Batman pour le rapprocher de ses origines qui sont assez proches de cette culture asiatique, du Ronin ou du samouraï, des trucs dans ce genre-là, quoi. Et il avait par exemple des trucs sur ses bras qui faisaient très samouraï, des trucs dans ce genre-là. Et ça a très bien marché, je le sais, il y a une suite qui est en train d'être prévue. Et du coup, vu que c'est à peu près l'époque aussi où Warner a été racheté par Zaslav, clairement il a vu ce truc-là et s'est dit, il y a un truc, l'animation japonaise mélangée avec une autre licence à nous, les gens aiment bien, quoi. Le truc c'est que
C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre l'intérêt pour ce projet. L'intérêt de Batman Ninja, c'était justement de mélanger le style de Batman, un truc très européen, avec le truc très asiatique des ninjas et des Ronin et des samouraïs, et trucs dans ce genre-là, quoi. Là, c'est juste, non, on va mettre notre truc européen, notre Seigneur des Anneaux, et on va le faire réaliser par un japonais. Mais il aura aucune influence sur le design du truc. Il va pas réinterpréter l'univers, il va rien changer au truc. C'est vraiment, c'est exactement les designs qu'on aurait eu dans Seigneur des Anneaux normal, juste fait en animation par un japonais. Ce qui est assez logique aussi parce que les japonais sont très friands de ce genre d'univers. Les univers de fantasy avec des gens en armure et des châteaux vampires et ce genre-là, ils adorent. Je suppose que c'est parce que pour eux, ça fait très différent. C'est pas leur passé à eux. Bon, ils avaient des châteaux vampires aussi, mais ils ont beaucoup plus de trucs par rapport au travail du bois ou de trucs dans ce genre-là. Ils ont, quand on regarde les grands palais, les trucs dans ce genre-là, c'est pas des trucs en pierre, comme on aurait nos châteaux, nos châteaux forts et un truc dans ce genre-là, quoi. Donc du coup, je pense que il y a ça qui doit les attirer. Et puis il y a donc toute la mode des isekai en général qui transportent un personnage dans un univers différent, généralement de fantasy, parfois de jeux vidéo par exemple de fantasy, trucs dans ce genre-là, mais généralement de fantasy. Et donc ils sont très habitués finalement à faire tous ces designs-là. Arcady m'en parlait et il m'appelait le truc, ça m'était sorti de la tête, mais c'est effectivement un truc que je regardais quand j'étais jeune, mais un truc qui s'appelait les Chroniques des guerres de Lodos, qui était un animé pareil japonais qui est dans un univers très tolkienien avec elfes, nains et tout le bordel et chevaliers et tout ce qui s'ensuit. Mais du coup ouais, ils sont très habitués à ce genre d'univers et donc c'était du coup assez logique finalement de leur confier une adaptation de Seigneur des Anneaux parce que bah voilà quoi. Alors c'est un des trucs du coup qui m'ennuie, c'est que le film a un look très lambda. C'est lambda en termes de Seigneur des Anneaux, c'est lambda en termes d'animation japonaise. Il y a rien de très extraordinaire dans le style du film en tout cas par exemple. Quelque chose qu'Arcady déteste beaucoup. Il a regardé des concept art à la base qui étaient faits pour les personnages et il voit que s'ils en ont fait en animation, ils ont tout gâché sur le personnage. C'est complètement nul. Mais bon, bref. Donc voilà, du coup j'étais quand même extrêmement surpris que entre guillemets, vous vous fassiez tous avoir par ce coup de com', en fait. C'est, on va faire un nouveau Seigneur des Anneaux, et puis ça va être de l'animation, parce que vous aimez bien l'animation, vous aimez bien le Seigneur des Anneaux aussi, donc du coup, on va mélanger les deux, et comme ça, vous allez tous aller dans la salle, et il y a plein de gens, ils se retrouvent premiers de mon sondage, quoi. Et pourtant, je suis quasi certain que ce film va se casser la gueule. Il fera même pas 100 millions d'euros dans le monde. Peut-être que généralement, quand je parie, je perds. Mais pour moi, ce film, il fera pas 100 millions dans le monde, personne n'en parlera d'ici 2 mois. Je comprends pas comment est-ce qu'il est arrivé premier de ce sondage. Je ne comprends pas. D'un autre côté, il y a aussi des petits trucs qui m'ont fait de la peine. Des gens ont regardé la bande-annonce et ont fait « Ah, l'animation est moche et cheap ». Alors, je suis navré, c'est quand même pas moche ou cheap. Cela dit, je m'en étais pas spécialement rendu compte devant la bande-annonce, mais devant le film, tu t'en rends vraiment compte. En principe, quand tu fais un film d'animation, t'animes pas en deux. Un film, c'est 24 images qui se déroulent qui se succèdent en 1 seconde. Quand tu fais de l'animation, tu animes 12 des 24 images. Il y en a 1 sur 2 qui reste fixe, et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu foireux dans l'animation en général. Il y a un côté un petit peu... J'arrive pas à trouver le mot en français en tête, j'ai janky en tête. Le mot anglais janky, c'est un peu janky, voilà. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots, pour moi ça colle pas au sens que j'essaie de dire. Et donc c'est vrai que généralement quand tu fais un film complet, tu fais cet effort en plus d'animer en 24. J'ai vu 3-4 plans dans le film, cachés par-ci par-là, généralement des plans où il y avait peu de mouvement, genre juste un personnage qui est dans une pièce et qui regarde un peu à droite à gauche, et qui va juste se tourner comme ça, etc. Et c'est pendant 2 secondes, et ça va être animé en 24. Mais la plupart est animé en 12, donc animé en 2, comme on dit, en sautant une image sur 2. Et je l'admets, ça pour le coup, ça fait un peu cheap. Il faut dire également, j'en profite, j'en suis à 15 minutes de vidéo, j'ai rien dit sur le film, j'en profite également pour dire, les enculés de programmateurs de salles de cinéma ont décidé que pour ce film, en journée, les seules et uniques séances qu'il y aurait en VO seraient en 4DX et en Dolby Vision. 2 technologies qui sont stupides, inutiles et que je trouve très mauvaises. La salle Dolby Vision, je trouve toujours que les fauteuils sont ultra inconfortables. J'ai encore eu le dos en courbe comme ça pendant tout le truc parce que la profondeur du siège est trop grande et du coup je me retrouve à être comme un bébé assis sur un grand siège adulte et ça plie le dos, etc. C'est insupportable. Et la projection a beau être en laser ultra génial, HDR, tout le bordel, etc. N'empêche que tous les panoramiques sont dégueulasses et flous. Et c'est pas du film live action là, c'est de la 2D, donc ça n'a aucune raison d'être dégueulasse et flou, c'est uniquement que la technologie de projection est nulle. Et ça commence à être catastrophique, que ce soit les écrans que l'on a chez nous, les écrans numériques, ou les diffusions cinéma, on se retrouve avec les mêmes problèmes de rafraîchissement d'image qui sont pas bons, qui font que ça devient tout flou quand tu fais un panoramique et c'est dégueulasse et c'est illisible.
je comprends pas comment est-ce qu'on est encore dans des trucs comme ça, avec des technologies en plus super chères et des trucs bordel, ça m'a coûté 8 € de rab, de supplément pour aller le voir en Dolby, ça m'a bien fait chier. Mais donc oui, ça m'a un petit peu déçu de voir que les gens trouvaient que l'animation était moche et cheap. Cheap, je peux comprendre pour l'animation en 2, moche non, et pour moi c'est clairement la preuve que l'animation 2D 3D, donc l'animation de modèle 3D qu'on essaie en fait ensuite de faire croire dessiner, par quelques subterfuges que ce soit, c'est clairement en train de tuer l'animation 2D. Parce que non seulement on ne veut plus mettre l'argent pour faire l'animation 2D, mais en plus, quand on fait l'animation 2D, les gens trouvent ça moche parce que c'est pas aussi fluide que la fausse 2D. Donc au bout d'un moment, moi j'ai mes soucis avec ça. Je dois dire aussi, pour le côté cheap, qu'il y a plusieurs moments où tu vois qu'ils veulent créer du mouvement chez les personnages pour que l'image soit pas fixe, mais les mouvements sont pas ultra bien foutus. Donc je vous ai dit un moment où il y a un personnage qui est juste en train de se promener comme ça dans une pièce. Il y a très souvent des personnages qui dodelinent un petit peu. C'est-à-dire ils arrivent et ils sont un peu ils sont en train de parler, puis ils vont faire comme ça et comme ça et comme ça et ensuite ils vont partir. Et tu fais, c'était bizarre ce mouvement. Tu vois que c'est vraiment juste fait pour que ce soit pas trop fixe. Mais tu fais, qui bouge comme ça, en fait, dans un moment comme ça? Et le moment où tu dis qui bouge comme ça, c'est le roi qui met au défi. Il lui fait tout un discours en mode, tu m'as pas respecté, et mon royaume, et mon bidule, et mon machin, je sais pas, des conneries de royaume et de machin, de fantasy. Et en fait, pendant toute son explication, tu vois diverses poses 2D qui sont faites, mais genre, c'est ça, et puis ça, et puis, et en fait, tu sais même pas quel mouvement ils sont en train d'essayer de faire au final avec toutes ces positions. T'as pas l'impression que ce soit juste des mains qui sont en train de bouger comme ça à l'italienne un peu pour parler et pour faire des trucs. T'as vraiment juste l'impression qu'on va le mettre dans des poses un peu absurdes juste pour qu'il bouge en fait. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarrement foutu. Donc je comprends à ce niveau-là qu'il y ait des gens qui puissent trouver que l'animation est un peu cheap. Enfin, dernier souci que j'avais avec le film, et enfin, on va enfin passer au film ensuite. Voyant le bande-annonce, ça semblait juste être les 2 tours ou le retour du roi si Éowyn avait été l'héroïne. Et grosso modo, c'est le cas. Plus les 2 tours d'ailleurs que le retour du roi. Je dis ça retour du roi parce que le retour du roi, elle est sur le champ de bataille, ce qui va aussi arriver à l'héroïne de ce film-là. Mais en soi, c'est plus les 2 tours parce que c'est un peuple qui va finir, à partir de la moitié du film, enfermé dans le gouffre de Helm, qui s'appelle pas encore le gouffre de Helm dans le film. Et donc, on va avoir un siège de ville qui va se dérouler pendant quelques mois. Voilà. C'était une introduction beaucoup trop longue. J'en suis à 20 minutes là de tournage. J'ai probablement coupé, vous en êtes probablement à 15, 17, un truc dans ce genre là, mais parce que j'ai eu des ratés, j'ai fait des machins, mais c'est beaucoup trop long comme introduction. Bref, du coup, maintenant parlons du film. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, se déroule à peu près 200 ans avant l'histoire du Seigneur des Anneaux et suit le royaume du... Je vais vous avouer un truc. Une des raisons pour lesquelles je déteste les trucs de fantasy médiévale et les trucs dans ce genre-là, c'est qu'il y a toujours 36 nations différentes et j'arrive jamais à comprendre qui fait quoi. Je croyais que le Rohan, c'était ça, c'était la petite ville au milieu de cette grande plaine, etc. Mais il y a plusieurs moments où on dit que c'est pas le Rohan et où le Rohan viendra nous aider. Alors je ne sais pas vous le Rohan, etc. Donc j'arrive pas à comprendre. Donc le roi de la ville dans laquelle il y a Théoden ensuite dans les Seigneurs des Anneaux reçoit tous ses vassaux. Parmi eux, il y a un seigneur qui débarque et qui demande à ce que la fille du roi, qui s'appelle Hera, épouse son fils, qui s'appelle Wolf, pour qu'il puisse avoir accès ensuite au trône, etc., etc. Le roi n'apprécie pas la demande, il provoque l'autre seigneur en duel pour résoudre le truc, et manque de bol, en un coup, le mec lui détruit la cervicale, et le gars crève, et laisse derrière lui son fils, le jeune Wolf, et donc il se retrouve sans père. Et pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, le roi donc de... ce qui me semble être le Rohan, c'est les cavaliers du Rohan, donc c'est bien le Rohan ce truc, bordel, ou c'est juste la région générale et c'est pas la ville, bref. Et donc pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, le roi décide de bannir le jeune Wolf, et quelques années plus tard, ce seigneur Wolf décide de prendre sa revanche sur le royaume. Il s'est allié avec les hommes sauvages, donc ceux qui ont les éléphants géants là qu'on voit dans le retour du roi, et a préparé un plan pour pouvoir attaquer la ville. Et Hera parvient à voir à travers son plan et parvient à s'échapper et à faire s'échapper toute la population pour l'envoyer dans le gouffre de Helm, où il va ensuite les suivre et tenir un siège pour essayer donc d'obtenir le trône et sa vengeance. Donc oui, grosso modo, c'est comme si Éowyn était l'héroïne des Seigneurs des Anneaux cette fois-ci, quoi. Cette Hera, c'est complètement Éowyn, elle est même dans le même royaume où il y a Éowyn ensuite, c'est quand même un peu sous le nez, et c'est grosso modo l'histoire des 2 tours, quoi. Donc pour avoir un avis global sur le film, bizarrement c'était pas si insupportable que ça. Avec tout ce que je vous ai dit, les 15 minutes d'intro là, le fait que je sois sûr que personne n'aille voir le film, qui tombera dans l'oubli, etc. Avec le fait que je sais effectivement clairement une réinterprétation des 2 tours, etc. Au final, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Il y a pas
tant de choses que ça dans le film qui essayent de rappeler l'original. Par exemple, au début, je me suis dit, ah, dis donc, ça part mal. On démarre tout de suite le film avec le thème du Seigneur des Anneaux, donc et juste après ça, comme juste après cette intro-là, comment ça se passe au Rohan, t'arrives au Rohan et t'as le qui est le thème du Rohan, il me semble. Donc au début, je me suis dit, putain, ça va jouer à fond sur les Member Berries par rapport à la série originale, aux 3 films originaux, et du coup, ça va me saouler. Et en fin de compte, pas tant que ça. Il y a quelques éléments qui vont revenir à ce niveau-là, mais évidemment, ça se passe dans le même milieu, ça se passe dans le même truc. C'est le truc qui du coup fait que le film est moins intéressant pour moi, c'est que ce qui est intéressant de Seigneur des Anneaux, c'est de découvrir tout un univers qui paraît tangible et qui est complètement inconnu de nous, quoi. Et là, pour le coup, on connaît tous les endroits où ça se déroule. On connaît le premier village, après c'est une forêt ou une plaine, et puis le gouffre de Helm à la fin, et tu connais très bien le gouffre de Helm aussi, quoi. Donc il y a pas ce sentiment de découverte. Mais il y a quelques petits points dans l'histoire qui sont particulièrement savoureux quand t'en arrives à la conclusion. Je peux pas vous le révéler, c'est quasiment uniquement à la fin, mais il y a 2-3 moments dans le film où, alors que je le regardais avec un regard globalement blasé quand même, je dois bien l'avouer, j'étais pas non plus à fond dans le film, mais ces 2 petites scènes là, quand elles sont arrivées, j'ai fait petit frisson dans le dos, j'ai fait, ça passe bien, ça c'est bien foutu, etc., c'est une bonne idée, c'est bien trouvé, notamment tout dans les trucs avec je peux pas le dire, je ferai une section spoiler pour le dire tout à la fin. Il y a un petit truc que je trouve un peu surprenant, c'est que en termes de narration, le film a l'air de pas être capable de faire avancer son histoire naturellement. On a au début donc une introduction qui reprend un peu, je suppose que c'est censé être Galadriel, mais sans être non plus exactement sa voix. Mais donc on a du coup c'est une femme qui nous raconte au début l'histoire. Donc il y avait la légende de telle cavalière du Rohan, je crois. Je vais dire le mauvais terme pendant tout le vlog, les gens vont me pisser à la gueule. Vous n'entendrez aucune chanson, aucune légende sur elle. Elle est partie des histoires, etc. On dit rien sur elle et tout le bordel. Et du coup, ça faisait très récupération du truc sur les anneaux, mais après ça, la voix off revient en fait. La voix off ne s'arrête jamais enfin, si elle s'arrête pendant les grosses scènes, quoi. Mais à 4-5 reprises dans l'histoire, donc c'est grosso modo fin de l'acte 1, début de l'acte 2, fin de l'acte 2, début de l'acte 3, et puis conclusion de l'histoire, on va avoir la voix off qui va revenir pour nous dire, bah du coup, là, en ce moment, il se passe ça, puis en ce moment, il se passe ça, etc. Et je me dis, c'est quand même dommage et bizarre de devoir avoir recours à une voix off pour raconter cette histoire-là. C'est des trucs aussi bêtes que de dire Wolf était parti dans les montagnes, il avait rencontré telle tribu, il avait monté son truc, etc. Tu fais, mais on peut pas le montrer avec une scène, ça? Pourquoi tu me le dis? C'était si cher que ça à produire en termes d'animation, c'est quand même un peu particulier. Mais grosso modo, sinon l'histoire avance plutôt tranquillement. J'ai pas eu de soucis dans l'histoire, j'ai pas eu de soucis dans le développement de l'intrigue. Encore une fois, sans dire que c'est extraordinaire, ça fait le taf. Ça marche très très bien et ça raconte son histoire correctement de A à Z. Un petit moment du scénario que je trouvais un petit peu dommage. Il y a une très bonne idée à un moment du film autour du roi qui va vivre des trucs assez durs et ils vont créer un truc mystique autour du roi. Et je vais pas vous dire comment ça va se finir, mais je trouve que c'est un petit peu décevant et pas finalement très bien exploité et que ça aurait pu très bien coller à l'univers du Seigneur des Anneaux. Et c'est en fait le truc c'est que c'est un détour pendant 5 minutes, mais vraiment genre 5 ou 10 minutes. Et encore, il faut traîner la scène en longueur parce qu'il y a un personnage qui se promène dans un couloir avec une bougie, un truc dans ce genre-là, mais ça devrait être expédié encore plus vite que ça. Et au final, ça donne pas grand-chose et c'est pas très utile et c'est pas très intéressant. Et je pense qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup plus intéressant sur le roi s'ils avaient été à fond dans l'idée qui commence à te vendre, alors qu'en fait c'est pas vraiment ça et c'est beaucoup plus lambda et c'est moins intéressant. En termes d'animation, alors je vous dis, il y a un côté un peu cheap, avec le côté un peu saccadé. C'est peut-être ça que je cherchais avec Jenkins dans le truc. Donc le côté un peu saccadé de l'animation. Qui est donc en 2 et qui est parfois tu sens que c'est pas assez. Reste que vous imaginez pas à quel point je suis heureux de voir un film, un dessin animé où on a des dessins qui sont animés. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on en est rendu en fait? Déjà, on n'a pas beaucoup de films de 2D qui sortent dans l'année, mais même quand ils sortent, c'est un cadeau de nous offrir un film où il n'y a aucun être humain ou aucun animal dans aucun plan qui ne soit un modèle 3D rendu avec un shader cel shading. Ou un toon shader, c'est le terme le plus approprié, je crois. Est-ce que vous vous rendez compte au point où on en est quand même? Les gens me disent que je suis dingue à dire que la 2D 3D, ça va tuer l'art du truc, etc. On en est à ce point-là quand même. Déjà, il y a combien de films d'animation de dessins animés qui sont sortis cette année? Et parmi eux, combien d'entre eux étaient à 99,9% avec des vrais dessins. Et je vous dis, je crois même pas avoir vu un seul plan dans lequel
Il y avait un modèle 3D avec un toon shader au-dessus, mais un peu complexe. Genre au début, il y a tout un mouvement de caméra qui passe à travers les montagnes et qui va ensuite récupérer Hera sur son cheval. Donc on a quand même un personnage avec toute une robe et tout le bordel, une traîne derrière elle, et puis les cheveux et tout le bordel, sur un cheval qui est au galop, qui est en train d'avancer, etc. Avec un mouvement de caméra qui lui est fait en 3D, donc du coup il bouge de façon naturelle dans un environnement en volume, et du coup tu dois créer une animation 2D qui match ce mouvement et qui arrive à rendre le truc, etc. Et le cheval doit sauter quelques petits trucs, et doit arriver jusqu'au haut d'un promontoire pour que Hera puisse faire le truc qu'elle veut faire à ce moment-là. Elle parle aux aigles. Les aigles sont à nouveau un peu le Deus Ex Machina du truc. Et genre tout ça, toute cette séquence d'introduction là, le dessin est à la main. Bon, pas le décor évidemment, comme c'est une caméra virtuelle qui bouge dans un environnement, etc. Évidemment le décor est virtuel et n'est pas fait à la main, mais tout ce qui est dans le décor est fait à la main. Et juste ça, c'est tellement rare que rien que pour ça, merci Warner Animation, enfin on se remet à avoir quelques films d'animation 2D qui sont faits comme des films d'animation 2D, quoi. Un petit truc par contre, c'est qu'effectivement, donc l'animation en 2 est cheap. Il y a un autre truc qui est cheap, je crois que c'est la première fois que je vois dans un film d'animation le feu même pas dessiné à la main. Dans certaines scènes très précises, ça l'est, mais pendant les 3/4 du film, à chaque fois qu'il y a un truc en feu, c'est du vrai feu en fait qu'ils incrustent sur des trucs dessinés derrière. Ce qui fait très bizarre. C'est une des premières fois que je vois ça, je crois. Il me semble pas avoir déjà vu beaucoup de trucs où le feu était du vrai feu dans un truc d'animation 2D, mais là ça se voyait. Et ça rend particulier. C'est très space. En termes de continuité et de member berries, il y a un petit truc qui me surprend, c'est, vous savez, quand ils vont rentrer dans les mines de la Moria, ils se font surprendre par l'espèce de pieuvre qui vit dans le lac, là, qui devait certainement être là pour garder l'entrée, en fait. C'était le chien de garde, on va dire, du truc. J'ai pas souvenir qu'il y en ait ailleurs, et notamment pas juste à côté du Rohan, ou de la petite ville. Je sais toujours pas si c'est vraiment le Rohan. Et non, je ne vais pas chercher la réponse pour faire le vlog avec les bons termes. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle de galérer comme ça. Ça montre bien à quel point le truc m'est sorti de la tête. Il me semblait pas qu'il y avait ce genre de créature dans ce coin-là, en fait. Et là, c'est genre, tout le monde sait que c'est là. Donc c'est un peu spécial. Mais effectivement, au niveau des member berries, il n'y a pas grand-chose au final. Il y a quelques petits éléments de mise en scène comme les deux musiques que j'ai dit au début, la voix de femme en voix off, qui est sans doute Galadriel. Et sinon, le film est assez light. Ce qui est bizarre, c'est en fait, juste à la fin, il nous fait deux trucs de member berries. À la fin, il nous montre Saruman et Gandalf. Qui font rien du tout, hein, c'est pas un spoiler, c'est juste pour dire, bon bah, ce mec-là prend la charge de l'Isengard, Saruman. C'est un truc qui m'a paru très particulier pour le coup. Je pensais que c'était un défaut de continuité, mais du coup, il l'explique à la fin. Et c'est peut-être différent dans les bouquins, mais au moins là, dans l'univers cinéma, ils l'expliquent, ils peuvent rester cohérents avec eux-mêmes. Il me semblait que Saruman avait toujours été à Isengard et que ça avait toujours été sa tour, mais non, là, du coup, c'est le clan de Wolf qui a pris l'Isengard et qui a son armée là-bas. Ce qui là aussi semble faire un peu member berries parce que c'est là qu'il y avait l'armée de Saruman, donc du coup, on remet l'armée autour du truc d'Isengard, mais au final, ils utilisent pas ce visuel, il y a rien qui se passe à Isengard en particulier. Donc c'est juste un petit écho au niveau du texte lui-même, mais finalement visuellement il n'y a pas tant de member berries que ça. Mais du coup Saruman qui débarque à la fin pour dire bon bah du coup on lui a confié Isengard et c'est tout ce qui se passe. C'est vraiment, il débarque dans la pièce, on lui fait c'est lui qui gère Isengard maintenant. C'est Saruman. D'accord. Fin de scène. Scène suivante, t'as le personnage qui fait oh là là, j'ai été contacté par un sorcier qui voudrait me poser des questions sur un truc que j'ai vu, et du coup on va aller le voir, et c'est qui ce sorcier? Oh bah il a un nom, mais il a plusieurs noms surtout, mais dans la langue commune on l'appelle Gandalf, et tu fais vous avez pas besoin de ça en fait. Honnêtement c'est ça le truc, le film s'en sort pas trop mal non plus dans le reste du truc pour faire son propre truc, et donc au final name dropper Saruman et Gandalf à la fin, tu fais oh, c'était pas nécessaire. Et puis alors on peut peut-être finir sur le personnage principal, l'héroïne, Hera, qui me permettrait de passer ensuite aux spoilers, parce que ça concerne beaucoup de trucs sur elle, les spoilers. Donc le truc c'est que Hera c'est clairement Éowyn, donc c'est une femme qui voudrait se battre. Le truc c'est que autant Éowyn, tu sens qu'elle sait se battre. Hera c'est très aléatoire en fait. Tu vois que quand elle était petite, elle s'entraînait avec Wolf au combat avec un bouclier et une épée. Par contre, 20 minutes après, quand quelqu'un la coince dans l'écurie pour essayer de la kidnapper et l'amener vers son roi, la meuf sait rien faire. C'est son cheval qui fait tout le travail, quoi. C'est son cheval qui donne des coups de sabot au mec pour qu'il la lâche et puis qui lui fait un coup des pattes arrière pour le foutre vraiment KO à la fin. Sinon, elle est à peine capable de dégainer une épée, en fait. C'est un peu bizarre. Surtout que, vers la fin du film, elle est sur le champ de bataille en train de se battre. Mais entre-temps, t'as pas eu de scène d'entraînement. Donc, en fait, tu passes directement de la meuf qui s'est fait avoir comme une merde et dont le cheval a dû la défendre dans l'écurie, à la meuf qui va au milieu du champ de bataille avec en face du grand méchant et qui lui fait vas-y maintenant on va se battre et si jamais je gagne tu libères mon peuple et tout le bordel. Et tu fais meuf, t'as confiance en tes capacités parce que quand même
C'est un peu la grenouille qui se fait un peu plus grosse que le bœuf. Quand on voit ce que t'as pu faire depuis le début, t'as pas l'air d'être si débrouillarde non plus. Mais effectivement, en dehors de ça, elle s'en sort plutôt bien et elle a des décisions qui sont intelligentes et intéressantes. Elle sait quoi faire dans les situations dangereuses pour sauver le plus de personnes possible, par exemple. Et elle finit par savoir se battre au bout d'un moment, sans vraiment s'être entraînée, mais du temps a passé, donc tu dis bon, elle l'a peut-être fait hors champ. Et puis elle a petit entraînement quand elle était gamine, ou peut-être qu'elle était juste prise par surprise dans les écuries, mais je sais pas, ça paraît un peu bizarre. Mais effectivement, il y a aussi ce côté-là, c'est tu sens que c'est très... alors, on va pas dire woke, parce que justement, c'est pas mal fait. Mais tu sens que c'est très le message, pareil, c'est très connoté tout autant que woke, le message. Mais oui, c'est du féminisme, un peu de base, avec donc cette nana qui devrait être mariée, etc. C'est un peu la base de toute l'histoire, c'est on refuse du coup un mariage avec elle. Et donc en fait le mariage est un peu la base de toute la merde, parce qu'elle refuse, elle veut être une femme forte et indépendante. Faut dire que quand même ça marche plutôt bien, et c'est jamais trop in your face, c'est jamais trop surjoué, trop rappelé non plus. Et elle arrive à être plutôt une bonne héroïne, donc du coup c'est vrai que ça passe plutôt bien. Il y a un moment où elle m'énervait, c'est vraiment plutôt vers la fin. Je vais pas vous dire exactement où, mais plutôt vers la fin. Parce qu'il y a plusieurs moments où elle pourrait se débarrasser enfin des problèmes de Wolf. Et à chaque fois, tu la sens être magnanime. Pardonner, se dire non mais c'est pas grave, on va tout arrêter là et puis on va repartir, etc. Et tu fais, meuf, le mec a quand même tué la moitié de ta famille, la moitié de ton peuple, il veut prendre ton village, il t'a trahi un nombre incalculable de fois. Combien de fois tu vas te faire avoir en fait ? Combien de fois tu vas être à deux doigts de lui mettre le coup fatal et puis baisser ton épée en faisant non c'est bon maintenant le combat est fini, etc. Et du coup lui il va encore une fois te trahir et essayer de te planter une dague dans le ventre, et du coup le combat reprend après quoi. Il y a des moments où tu dis bon c'est un peu beaucoup. Mais donc c'est là qu'on va pouvoir passer au spoiler. Il y a quelques petits éléments dont je voulais parler parce que vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt cool et plutôt bien faits. Je voudrais revenir, avant de finir sur Hera, je voudrais revenir sur le roi rapidement. L'idée que je trouvais donc vachement intéressante et finalement pas si exploitée que ça, c'est qu'en fait donc les deux fils du roi meurent, il lui reste plus que Hera après, donc sa lignée est un petit peu dans la merde quand même, et il est plongé dans un sommeil, dans un profond coma, il se réveille pas, et d'un seul coup il disparaît. Hera reste à son chevet et elle veille sur lui et elle se réveille, il est plus dans le lit, il a disparu. Ce qui va mener donc à la révélation du passage secret qui est dans le truc et qui permet à tout le peuple de s'évacuer pendant qu'elle fait le diversion, etc. pour mettre personne en danger, tout le bordel. Marche bien. Mais du coup, le roi s'en va, et on se met à avoir pendant 10 minutes un récit comme quoi le roi, en fait, devenu fou de rage et de douleur, est devenu une sorte de créature mystique qui ne peut pas être atteinte par les armes, qui n'a pas d'armes elle-même pour attaquer, mais qui décime les troupes de Wolf, avec des yeux rougeoyants et tout le bordel. Il se met à faire peur à absolument toutes les troupes de Wolf, et du coup, l'assaut pourrait être mis à mal par ça, quoi. Les troupes qui s'enfuient parce que elles ont peur de ce truc. Et je me suis dit que dans le Seigneur des Anneaux, où on a carrément une armée de morts, par exemple, qui reste dans un coin jusqu'à ce que le roi vienne les libérer, etc., on pourrait complètement avoir cette histoire d'un roi qui devient complètement fou, qui devient possédé par la rage et par le machin, et qui devient une sorte de bête, mélange entre bête et surhomme, un truc dans ce genre-là, et qui deviendrait du coup une espèce de machine à tuer sanguinaire, etc. Et ça aurait pu être assez intéressant à exploiter. Et ça aurait quelque chose de très tragique comme histoire. C'est le père tellement détruit par la mort de ses enfants qu'il est devenu juste une bête de rage et de vengeance, etc. C'était beau, quoi. C'était une belle histoire. Et surtout, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir un surhomme, parce que le mec se bat effectivement à main nue et tue tout le monde, quoi. Et donc on se révèle à la fin que, bah non, c'est vraiment juste le roi qui est sorti, qui maintenant peut gérer la neige sans aucun souci, alors qu'il est bras nus et tout le bordel, alors que tout le monde est en train de dire qu'il crève de froid et tout le bordel, mais lui il est bras nus dans la neige dehors, etc. Et il peut démonter des orques qui font deux têtes de plus que lui. Et c'est pas un truc magique, quoi. C'est pas un truc de spectre, c'est pas un truc de possession, c'est pas un sort, c'est pas une déformation de son corps qui serait venue à cause de un truc mystique qui a en général dans la Terre du Milieu. Et du coup j'étais un peu déçu par ce côté-là. En revanche, ça a donné une des scènes qui m'a mis des frissons dans le dos, c'est du coup il arrive à sortir de son passage et il retrouve Hera à l'extérieur, et ils doivent retourner à l'intérieur du gouffre de Helm pour remettre Hera en sécurité, qui du coup c'est tout ce qui reste de sa famille, et donc ils sont en train de courir jusqu'à la porte, et la porte ne veut pas s'ouvrir parce que le froid a gelé les gonds, et du coup plus rien ne s'ouvre, etc. Et donc le roi doit forcer la porte pour que ça s'ouvre. Et puis sa fille rentre, et lui reste dehors pour se sacrifier. Ce que j'ai trouvé un peu con au niveau de l'histoire, c'est que je dis... Honnêtement, il n'y a pas besoin. Ta mort n'apportera rien, en fait. Ça va pas motiver tes troupes en plus, surtout dans ce genre-là. Tu as l'occasion de rester là et d'être une espèce de machine à tuer sanguinaire. Aide-les au lieu de tuer à la porte comme un con, quoi. Mais il y a tout ce moment où il est devant la porte, justement, et du coup, il est tout seul, dans le froid, les bras nus devant tous les soldats qui ont essayé de le poursuivre.
Et il se met à hurler de face à Wolf en disant « C'est tout ce que t'as à m'envoyer, vas-y, envoie-moi tout ce que tu as, je défendrai mon royaume, mon machin. » Et honnêtement, là, j'ai eu des petits frissons qui parcourent le dos et tout le machin. Là, je me suis dit « Ouh, ça, c'est une scène qui marche bien pour le coup. » Donc voilà, c'est ce que je voulais dire vite fait sur le roi. C'est dommage qu'ils aient abandonné cette idée de cette espèce de ghoul qui vient se venger de ceux qui ont tué ses enfants, mais ça amène à un truc qui est plutôt joli, qui est une scène sympathique. Pour ce qui concerne Hera, du coup, il y a également quelque chose que je trouve très très cool avec elle. C'est comme je vous l'ai dit, du coup, il y a un message assez féministe, globalement, dans le film, mais qui est plutôt bien géré. Et toute l'histoire est déclenchée parce que elle ne veut pas se marier. Ça l'intéresse pas. Femme forte indépendante. Et en fait, pendant tout le film, tu te dis, c'est pas si intéressant que ça non plus. C'est-à-dire que ça fait très Halloween, encore une fois, on a déjà vu ça. Et elle le fait pas d'une façon particulièrement intéressante. Jusqu'à la fin. Parce qu'à la toute fin, donc, elle décide de faire diversion et de se battre en duel 1 contre 1 avec Wolf pour laisser à son peuple le temps de s'échapper par le passage secret qui amène ensuite aux cavernes, etc., qui leur permet de fuir. Et elle ressort d'un coffre une tenue qui avait été conçue pour une autre dame de cette cour, etc., qui était en fait une robe de mariée, qu'elle n'a jamais pu porter parce que dès que la robe était finie, il y a eu une tragédie qui est arrivée ou je sais pas trop quoi, et donc du coup, elle a pas pu se marier. Et donc, il y a cette robe qui traîne. Et à la toute fin du film, elle ressort la robe, et elle fait « Ah bon, Wolf, il voulait se marier avec moi, il va avoir une mariée. » Et en fait, la robe, c'est sa tenue de combat quand elle sort enfin l'affronter. Elle sort dans sa grande robe blanche avec des voiles qui traînent partout et des machins, et son épée, et c'est la princesse guerrière, en fait, ou comme Xena, ou un truc dans ce genre-là, ou la reine guerrière, on peut dire, parce que le roi est mort, etc. Bon, elle hérite pas du trône, ce qui je trouvais particulier pour un film qui est plutôt féministe à la base, mais en fait, le film veut dire qu'elle reste libre, en général, et du coup, la mettre sur un trône, ce serait lui retirer une partie de sa liberté, donc du coup, elle reste pas sur le trône, et c'est son cousin qui récupère le trône. Mais quand même, quand tu vois toute l'histoire qu'a porté finalement le film, c'est bizarre qu'elle se retrouve pas sur le trône à la fin. Peut-être que c'est pour pas énerver les maninistes et les incels, qui sont sans doute une bonne partie du public qui sera intéressé par le Seigneur des Anneaux, simplement pas parce que c'est un truc à incel et machin, mais parce que, bon, roi, de force, honneur, se battre sur le champ de bataille et mourir et tout le bordel, c'est quelque chose qui attire plutôt ce genre de foule. Donc peut-être que c'est pour pas les énerver qu'ils ont fait ce truc-là, mais honnêtement, quand elle sort, l'idée je pense, la scène n'est pas vraiment présentée de façon très grandiose. Il y a un moment où elle joue avec un corps qui est plus grandiose que ça, où il y a la caméra qui est en 360 degrés autour d'elle, en train de faire des tours et tout, et tu dis, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais là, pour le coup, quand elle récupère la robe et qu'elle dit, il va avoir une mariée, puisque si c'est ce qu'il veut, il va avoir une mariée. Et quand elle sort avec sa robe et son machin, je fais, ah non, là, quand même, c'est super cool. Là, il y a un beau truc en termes d'histoire qui est bien mené pour amener une bonne résolution et un climax intéressant et qui a du sens par rapport à l'histoire du film, à l'histoire de l'héroïne, etc. Donc je trouvais que ça, pour le coup, c'était bien mené et ça marchait très très bien. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire dans les spoilers. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi un autre moment qui m'a mis des frissons, c'est quand l'autre partie de l'armée débarque à la fin, qui est vraiment... Encore une fois, c'est vraiment les 2 tours, ce film. Et donc, c'est vraiment la fin du truc où t'as les cavaliers du Rohan qui débarquent en haut de la colline et qui viennent aider ceux qui sont dans le gouffre de Helm. Et ça aussi, pour le coup, ça m'a mis un petit frisson dans le dos, etc. Ça marchait plutôt bien. Grosso modo, sortons des spoilers, du coup, maintenant. Grosso modo, je sais pas si je vous dirais que je vous conseille à fond d'aller voir Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Rohirrim au cinéma. Ironiquement, c'est un des rares films d'animation comme ça qui sort en salle. En plus, c'est l'animation qui est produit par les Américains, au moins, qui vient sans doute du Japon. Et encore, je suis pas sûr, parce que c'est Warner Animation, encore une fois, je comprends pas ce truc. Mais ça a beau être cool de voir ça au cinéma, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de le voir dans une salle de cinéma. Encore moins Dolby Vision à la con, avec mon supplément 8 €. Mais honnêtement, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, je pense que vous pouvez y aller sans trop de crainte. C'est pas le projet le plus clean qui existe dans l'histoire d'Hollywood, mais quel projet l'est Hollywood au niveau de l'envie de faire du pognon et tout le bordel. Mais honnêtement, tant qu'à exploiter la licence Seigneur des Anneaux, c'est une des bonnes façons de le faire. Ça respecte assez l'univers pour pas faire n'importe quoi, pour pas te créer des trucs absurdes juste parce qu'on avait envie d'eux. Ça parvient à avoir sa propre identité. Tous les moments les plus forts du film sont des trucs qui lui sont propres. Je peux pas rentrer dans le détail parce que sinon vous verrez dans les spoilers, mais beaucoup des scènes les plus fortes du film sont celles qui lui sont propres, sont des trucs qu'il a créés pour lui-même. C'est les 2 trucs dont j'ai parlé dans les spoilers, donc si vous voulez aller voir de quoi je parle. Et donc ouais, s'il y a une façon d'exploiter le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est une des bonnes façons de le faire là-dessus. Ils ont clairement pas voulu mettre tout le pognon non plus, mais ils ont clairement pas voulu le faire par-dessus la jambe également.
Donc il y a quand même du bon à prendre de ce projet, c'est pas aussi lambda et plat que ce que j'aurais cru, c'est quand même un peu lambda et plat, quoi. J'étais pas à fond dans le film. C'était juste assez bien fait pour que je sois pas en train de pousser des soupirs toutes les 10 minutes et d'attendre péniblement que ça se termine, juste en train de regarder ce qui se passe et de me dire oui, bon, c'est bien, ça se passe. Je suis pas à fond dedans, c'est pas en train de me marquer, mais ça se passe. Et puis d'un seul coup, t'as 3-4 moments où tu fais ah oui, non, ça c'était bien foutu, ça c'était bien, je me souviendrai de cette scène-là, je l'ai dans un coin. Donc voilà, après, il allait vraiment aller à reculons. Au final, ouais, si vous avez un moment de tomber sur la guerre des Rohirrim en VOD quelque part, jetez-y un œil, quoi. Mais c'est pas non plus la peine de vous ruer en salle pour aller voir le film. Je pense pas qu'il fera beaucoup d'entrées, toujours pas après l'avoir vu. Je pense pas que ce vlog fera énormément de vues, mais on verra bien. Alors, un petit truc justement pour fermer le vlog vite fait. On verra pour l'année prochaine pour peut-être en faire un truc récurrent si les vidéos marchent bien. Honnêtement, je suis toujours en train de me dire, il y a peut-être juste un gros groupe de fans sur un peu comme les fans de Camelot qui m'ont fait chier quand Camelot était sorti pour que je fasse une vidéo dessus. Et du coup, c'est peut-être juste un truc à un bon gros groupe de fans, surtout Seigneur des Anneaux quand même, qui a bien marqué le cinéma. Mais honnêtement, je vois pas ni le film ni le vlog faire beaucoup de vues. Donc on verra bien. Si ça marche, si le truc Seigneur des Anneaux marche, peut-être qu'à partir de l'année prochaine, en début de mois, je vous ferai un sondage pour savoir ce dont vous voudriez que je parle dans le mois qui vient, sachant que je voudrais quand même essayer de garder un équilibre à peu près entre des trucs qui m'intéressent moi et des trucs qui vous intéressent vous. Là du coup pour ce mois-ci, on fera Craven également, et puis peut-être Nosferatu si j'ai le temps. Peut-être que à partir de l'année prochaine, on peut commencer à essayer de penser à ce truc-là. Je publierai un sondage sur YouTube et sur Twitter qui vous permettra d'exprimer les vlogs qui vous intéresseraient le plus, vous, à regarder, d'après une sélection de base que moi j'aurais déjà présélectionné, donc voilà, pour essayer d'être sûr de pas avoir un truc monstrueux non plus. Mais je vous avoue vraiment, je suis sué à reculons pour le Seigneur des Anneaux, quoi. Je voulais pas aller le voir. Pour moi, c'est vraiment nourrir cette exploitation de licence très mercantile. Au final, bon, je le regrette pas, hein. J'ai pas passé, je pensais vraiment perdre 2 heures de ma vie, j'ai pas perdu 2 heures de ma vie. Mais honnêtement, si j'avais pu monter mon pourquoi j'ai retard tranquille, ça aurait été tout aussi bien pour moi, personnellement. On verra bien si la vidéo fait des vues, mais ça aurait été tout aussi bien pour moi de rester tranquillement monter mon pourquoi j'ai retard. Donc, on verra bien ce qu'on fera à ce niveau-là, mais peut-être qu'à partir de l'année prochaine, il y aura des sondages. J'en parlerai dans les vidéos de bilan, parce que du coup, à ce moment-là, j'aurais eu le bilan, j'aurais vu les résultats des vidéos et les résultats du film en salle. Peut-être que c'est juste moi qui, effectivement, ne sais pas ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie de voir, mais j'étais extrêmement surpris des résultats, quoi. Que Craven et Vaiana soient plutôt en bas du truc, qu'en premier soit le Seigneur des Anneaux et le remake de Nosferatu. Il y a des gens qui pensent que j'ai parlé que je proposais le Nosferatu original, parce que j'ai vu plein de gens me proposer ensuite des tas de films qui sont sortis depuis déjà très longtemps, quoi. Et puis genre 10 ans, 20 ans, voire 100 ans, ou des trucs dans ce genre-là. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'en fait vous avez cru que je parlais du Nosferatu original et pas du remake qui est en train d'être fait, là? Parce que vraiment, je comprends pas ces résultats. Pour moi, c'était les 2 films qui n'allaient intéresser personne. Et c'est exactement l'inverse. Donc, est-ce que je suis super mauvais pour prévoir ce que veut le public, ou ce que veut mon public à moi en particulier? Ou est-ce que c'est juste que les résultats des sondages sont pas du tout à prendre en compte, quoi? Est-ce que c'était juste un groupe de fans qui a faussé le truc, etc. Je sais pas. Toujours est-il que bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour ce mois-ci. Ce vlog est monstrueusement long, ça va être très chiant à monter. Mais c'est pas grave. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.